Est-il possible de jouer aux jeux vidéo quand on a un handicap visuel? Ma réponse est oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui au Pixel Museum, le premier musée du jeu vidéo en France où nous participons aux Journées mondiales du jeu vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne DV Lancez-vous, je m'appelle Yves Wancy, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Jouer au jeu entre malvoyants, non-voyants et voyants. Montrer que même avec un handicap visuel, on peut partager la passion du jeu vidéo entre malvoyants, non-voyants et voyants. Je vous invite à me suivre pour voir comment se passe cette journée avec l'association Vue d'Ensemble. Alors, c'est quoi le Pixel Museum? Alors, le Pixel Museum, c'est le premier musée du jeu vidéo en France. On a ouvert il y a 2 ans et demi maintenant à Schildig. D'où est venue cette idée et pourquoi se mettre en place et pourquoi c'est le premier? Parce que le jeu vidéo n'intéresse pas la France, parce que pourtant la France est connue comme un grand pays de jeux vidéo. Et là, j'ai été étonné quand j'ai découvert que c'était le premier musée de jeux vidéo en France. Pourquoi ça? Alors, c'est vrai que ça fait peu de temps qu'on s'est considéré comme un art aussi, comme un média culturel. Premier produit culturel en France. Les gens consomment énormément de jeux vidéo. Il n'y avait pas de musée en France, effectivement, pour retracer l'histoire du jeu vidéo. Parce que là, nous, dans le musée, on raconte 50 ans de jeux vidéo. Donc, il y a quand même une sacrée évolution jusqu'à aujourd'hui. L'histoire continue en plus. Donc, c'était important, je pense, de montrer l'évolution du jeu vidéo. Le jeu vidéo est considéré comme le 10e art. Tu sais, aujourd'hui, on parle de la dangerosité des écrans avec les enfants. Il y a pas mal d'enfants qui entrent ici quand même au musée depuis que je suis là, depuis que je connais le musée. J'habite pas loin d'ailleurs. Et quel est le message qu'on peut donner aux enfants? Pourtant, les parents veulent de moins en moins qu'ils aillent vers les écrans, vers le jeu vidéo, parce qu'on dit que ça transforme les gamins. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a un devoir d'information aussi de notre part, en fait. C'est vrai qu'il y a un côté pédagogique aussi à expliquer aux gens. Il y a un temps de jeu. Il faut accompagner les enfants pour jouer, en fait. Donc, des fois, il y a des gens qui nous disent nous, on n'a pas de console chez nous de jeux vidéo. Par contre, on vient au musée de temps en temps avec eux. Comme ça, on joue, on se prend un temps, on se prend une après-midi. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a un moment, il y a des limites à mettre en place. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'effectivement il faut accompagner les enfants. Il ne faut pas que les jeux vidéo soient considérés comme une nounou ou comme on met comme devant la télé ou devant le jeu vidéo et après on est tranquille pendant 2 heures. Non, c'est pas le cas. Il faut limite jouer avec eux, les accompagner. C'est qu'il y a aussi l'histoire des PEGI. Il y a un âge pour tout. Il y a les PEGI 3, les PEGI 7 ans, les PEGI 18 ans, comme les films en fait. On l'informe dans le musée. On essaie de faire passer ce message-là. Et voilà, du coup c'est un peu dans cet esprit-là qu'on travaille, quoi. Je suis là spécialement par rapport à l'accessibilité du jeu vidéo au public handicapé. Est-ce que c'est une question qui sensibilise et qui touche le musée? Quelle est l'approche que le musée a par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'effectivement nous c'était important, c'est que via notre rencontre quand tu es venu nous voir au musée, c'est que c'est des questions qu'on se posait déjà avant, l'accessibilité pour tous aux jeux vidéo, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites dans le jeu vidéo. C'est vrai que Nintendo à l'époque avait déjà essayé de faire des choses, Microsoft en parle beaucoup en ce moment avec leurs manettes spéciales en fait connectées aussi qui sont adaptées en fait aux handicaps, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément aussi à tous les handicaps. On voulait le faire montrer dans le musée, mais on savait pas comment encore. Via votre rencontre, on a pu faire partie Vue d'Ensemble qui nous a proposé le côté malvoyant, non-voyant pour expliquer au public. Et c'est vrai que via des challenges de yeux bandés, les gens peuvent se mettre à leur place. Et la meilleure façon de montrer les gens, c'est de mettre les gens en situation. Et du coup, ils ont une expérience différente du jeu. Et c'est comme ça qu'on peut montrer que finalement, on peut jouer aux jeux vidéo de toutes les façons. Le jeu vidéo est accessible à tous, en fait. Dans le musée, on pourrait imaginer une visite guidée spéciale à handicap différent ou handicap spécifique. Est-ce qu'il y a déjà une question qui s'est déjà posée dans le comité directeur du musée? Visite guidée, on peut, comme on le fait ici, c'est de faire peut-être mélanger le public. Pas seulement forcément les gens en handicap, c'est peut-être mélanger les deux, comme ça les gens se rendent compte aussi, de se mettre à la place des autres. Et je pense que là, on a des choses intéressantes à faire, effectivement, et à travailler. Aujourd'hui, c'est la fin des journées mondiales du jeu vidéo. C'est quoi le concept et d'où est né ce projet? Alors, c'est un projet qui est porté par une association française qui a créé ça en 2011. Donc, c'est les journées mondiales jeux vidéo, donc c'est mondial. Et c'est que nous, on y participe depuis 3 ans parce que le musée du jeu vidéo qui participe pas au Journée mondiale du jeu vidéo, ça serait un peu bizarre. Donc effectivement, ça nous permet aussi de faire un week-end avec des activités, des animations aussi supplémentaires par rapport à la visite du musée. Et ceci permet aussi de faire venir des gens au musée qui seraient pas forcément venus autrement, quoi, en fait. Merci en tout cas Mathieu, c'est une chance pour nous d'être là et nous sommes très heureux parce que beaucoup de gens viennent poser des questions. Nous sommes heureux d'en parler, de faire participer aux malvoyants, non-voyants et voyants le jeu, participer au challenge.
C'est ça la sensibilisation différente. C'est ça, et le jeu vidéo est très fédérateur et ça on le prouve encore avec ce genre de choses, quoi. Exactement, merci. Comment t'as trouvé le Street Fighter les yeux bandés? Difficile, parce que t'as l'impression que t'es quelque part, mais en fait tu l'es pas. Et par rapport donc du coup à ma copine qui connaît pas le jeu et qui a pas joué plus que ça, bah, du coup je me suis fait avoir quand même 2 fois sur 3 au final. Et c'est perturbant. Alors on peut tricher un petit peu pour savoir s'orienter avec Ryuken, avec les Hadoken, parce que selon le sens où tu le fais, tu sais dans quelle direction il est, si t'es de l'autre côté ou pas. Mais c'est hyper intéressant, c'est une autre sensation. Je trouve ça plutôt cool. Nous sommes à la fin des journées mondiales de jeux vidéo. Avant de clôturer cette journée, on va interviewer nos 2 amis qui ont participé à nos challenges malvoyants, non-voyants et voyants. Alors Vincent, comment tu as trouvé la sensibilisation tout à l'heure au handicap visuel en passant par le jeu vidéo? C'était plutôt particulier, en effet, pouvoir jouer aux jeux vidéo avec un bandeau devant les yeux, sans pouvoir voir l'écran, c'est plutôt particulier, en se fiant uniquement au son. Bon, après, j'ai quand même gagné, donc bon, que veux-tu que je t'en dise? Mais c'était intéressant. J'ai notamment aimé La Wii. La Wii, avec le bandeau qui me permettait d'avoir donc une vue périphérique, à peu près donc, comme voit Chloé, donc je trouvais ça intéressant de pouvoir imaginer ce que peuvent voir les malvoyants. Et toi, Noé? Bah, je dirais juste tout simplement que ça permet de mieux comprendre ce que c'est que de vivre avec le handicap, parce qu'on se rend pas compte aujourd'hui ce que c'est de jouer aux jeux vidéo quand on voit bien, puisqu'on fait ça tout le temps. Et en fait là on se rend compte que les personnes non-voyantes, malvoyantes arrivent quand même à jouer avec leurs petites techniques, et on se rend compte que c'est loin d'être évident. Et du coup c'est à ce moment là qu'on voit que les personnes qui ont un haut niveau alors qu'ils sont malvoyants et non-voyants, parce que ça existe, ils sont quand même largement au-dessus de nous quand même. Moi je me demande ceux qui arrivent à jouer sans voir par exemple à des jeux comme Street Fighter, comme on a vu tout à l'heure, ce qu'ils pourraient faire s'ils voyaient comme nous en fait, tout simplement. Voilà, et du coup je trouve ça plutôt intéressant comme concept. Tu te rends surtout compte qu'en fait le jeu vidéo est pas adapté pour les malvoyants, clairement pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter? Ah oui, une bonne question. Adapter j'ai envie de dire qu'on peut passer par en effet les autres sens. Là on a utilisé le son pour jouer, mais il y a aussi des systèmes, par exemple avec avoir des manettes plus intéressantes, je pense, avec des systèmes de vibration pour savoir quand, par exemple, si on se prend un coup sur la droite, la manette vibre sur la droite. Je pense que la Xbox d'ailleurs fait déjà ce genre de système, mais pouvoir jouer sur les autres sensations. Moi je connais des jeux vidéo par exemple sur smartphone qui sont spécialement adaptés pour les malvoyants et qui ont des scénarios extrêmement intéressants, et on devrait pouvoir faire plus de jeux dans ce genre-là pour les malvoyants. Merci Noé, merci Vincent pour vos analyses qui sont aussi intéressantes. Continuez à jouer aux jeux vidéo, mais intégrez les malvoyants, non-voyants et voyants, parce que tout peut être accessible.